Même avant la COVID, la fréquentation des centres commerciaux a chuté de près de 20% au pays en 2018-2019. Alors, quand les restrictions sanitaires sont arrivées en 2020, ça a été l'hécatombe. Et ce qu'on appelle au Québec affectueusement les centres d'achat ont perdu près de la moitié de leur clientèle durant ces années-là, les années COVID. 2 ans plus tard, les promenades de Carrefour et autres halls n'ont pas dit leur dernier mot. En fine analyste de la culture pop, notre chroniqueuse a décidé de se pencher sur cette invention très américaine que sont les centres commerciaux. Valérie, bonjour. Bonjour, Antoine. Est-ce qu'il y a encore du monde dans les centres commerciaux, Valérie? Il y en a. Le profil change. J'ai pas fait une étude statistique, mais j'ai recommencé à m'intéresser aux centres commerciaux quand j'étais en congé de maternité. Moi, c'est un endroit que j'évitais là, de plus en plus. Puis je dois dire que le commerce en ligne, moi, ça me convient parfaitement parce que j'aime avoir toutes les options de produits. Je cherche pantalon vert, telle taille, ça m'apparaît. Puis j'ai pas à fouiller là, dans tous les magasins. À t'épuiser. Oui, je peux vraiment tout comparer. En tout cas, moi, ça me C'est vrai que bien. passer des heures en e-shopping, là, commerce électronique, c'est pas épuisant du tout. Là. C'est donc plus reposant. Ah ouais, c'est ça. C'est parce que vous savez pas chercher. En tout cas. Mais bref, tu t'es réconcilié? Oui. Je me suis peut-être pas réconciliée, mais disons que j'ai retrouvé de l'intérêt. Puis, tu sais, il faut qu'on se replace. Là, j'étais en congé de maternité durant le COVID et tous les lieux communautaires, tous les centres étaient fermés. Et le seul endroit en plein hiver où on pouvait aller, c'était au centre d'achat. Dans les grands magasins. Toi? Moi, j'allais aux Galeries de la Capitale d'abord et au Village des Valeurs. Yes. C'est pas un centre d'achat, mais qui est un grand magasin. Et puis là, j'ai réalisé qu'on était nombreusement avec nos poussettes à se promener et à déambuler. Il y avait aussi des aînés. Et puis, c'est ça, j'ai réalisé que c'était quand même un milieu de vie, là, malgré tout ce qu'on peut en dire. Ouais. Mais par la bande, on le sait, là, les centres commerciaux sont en perdition. Et puis, bien avant, là, j'avais un certain attrait là, pour les photos de centres commerciaux américains fermés, des espèces de centres commerciaux fantômes qui avaient gardé leur cachet d'antan des années 60, 70, 80. Puis pour moi, c'est comme des espèces de vestiges de la modernité. Là. J'ai autant de plaisir à regarder ça que d'aller me promener dans des ruines romaines en Europe. Là. Pour moi, c'est pareil. Mais c'est intéressant parce qu'à l'échelle de notre petite vie à nous, on peut penser que les centres d'achat, ça a toujours existé, mais non, c'est une invention, évidemment, sur l'échelle de l'histoire assez récente. Oui, vraiment. Puis ça a été vraiment au cœur du développement de notre rapport moderne à la consommation. Donc, les centres commerciaux, ça vient premièrement des grands magasins. Avant d'avoir des centres commerciaux, il y a eu des grands magasins. Puis ça fait pas si longtemps. Le premier est apparu à Paris dans les années 1850. Ça s'appelait le Bon Marché. Puis ça avait plusieurs caractéristiques qui faisaient que ça se distinguait vraiment des autres offres et ça a contaminé le reste de l'Europe et l'Amérique ensuite. Mais c'est intéressant de noter que ça vient de Paris, le grand magasin. Et en quoi ça se distingue des autres offres commerciales de l'époque? Bien, il y a plusieurs éléments, je vais vous les nommer, et vous allez voir, là, c'est ça, on les prend pour acquis, mais non, c'était des grandes innovations à l'époque. Donc, premièrement, les vitrines. Les vitrines. Ah oui? Oui, les vitrines. Il n'y a pas ça au magasin général de Saint-Clinclin, une vitrine. Non, exactement. Donc, avant qu'on allait au magasin, les produits étaient rangés. Il fallait entrer en dialogue, en relation. Même des avec fois derrière un comptoir ou dans des tiroirs. Oui, toujours dans des tiroirs, dans un comptoir. Et le vendeur devait sortir toutes les paires de gants. Thomas, il y a cette paire de gants-là, puis tu les manipulais, puis t'es comme... Là, il en sortait une autre. Il y avait comme toute une démarche. Puis, tu pouvais pas juste lui demander de sortir toutes les paires de gants pour ton bon plaisir. Là, parce que tu allais lui faire perdre son temps, donc c'était considéré comme... C'était pas une pratique. Non. Donc, dans les vitrines, les produits sont exposés comme dans un musée. Donc, on peut les regarder, puis des produits auxquels on n'aurait pas accès. Je veux dire, quand on va aux Galeries de la Capitale, on peut regarder toutes les robes, même les plus chères, même celles qu'on n'aura pas besoin d'acheter parce qu'on n'a clairement aucun gala à l'agenda. Bien, on peut quand même se faire plaisir puis les regarder. Je dois aussi dire que dans les grands magasins, c'était la première fois qu'on avait différentes sortes de produits, vraiment différents rayons concentrés dans un immense espace. C'était un immeuble sur lequel il y avait différents étages et dans lesquels on pouvait trouver des vêtements, de la parfumerie, des jouets, de la vaisselle, de la restauration, de la quincaillerie. Puis pour l'époque, c'était une innovation. Donc, ensuite, il y a la prévisibilité des achats. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le grand magasin, le prix est affiché.
Pas besoin de négocier à chaque fois. C'est le même prix pour tout le monde. Exactement. Puis encore une fois, donc le vendeur a un rôle secondaire parce qu'il n'y a pas à avoir un talent particulier de négociateur. Et on ne va pas donner un prix en fonction de ce qu'on pense que le client peut acheter. Donc ça, c'était une innovation. Est-ce qu'il y avait déjà des vendeurs à commission, justement, qui, eux, cherchent à négocier? Est-ce qu'ils cherchent une temps à négocier plutôt qu'à vendre? Bien, ils cherchent à vendre, mais donc ça les amène à négocier. Est-ce qu'il y avait, tu sais-tu s'il y avait déjà des... Ben, possiblement dans certains secteurs, mais j'ai pas l'information. Mais ouais, voilà, j'ai pas l'information. Donc, dans le grand magasin, on avait aussi accès aux innovations modernes. C'est là qu'on mettait tout l'attirail, l'innovation en architecture, en ingénierie. Comme un escalier roulant. Exact. Les escaliers mécaniques, les ascenseurs, la climatisation. C'était quand même nouveau pour l'époque. Les éclairages artificiels. On avait aussi accès à la fine pointe du design, l'art déco. Ça a été quelque chose à un certain moment. Donc, les gens allaient là et découvraient finalement, c'est ça, toutes ces innovations-là auxquelles il n'y avait pas accès autrement. À ce moment-là, le magasinage est devenu un loisir plutôt qu'une tâche. Parce que, considérant tout ça, on pouvait errer dans le centre d'achat sans être obligé d'acheter. Donc, c'était la première fois vraiment qu'on y allait par plaisir et on encourageait vraiment ce flânage-là. Et puis, on faisait le pari que les gens allaient repartir avec des produits dont il n'y avait pas besoin. Effectivement. Le wearage. Ouais. Comme on dit en bon québécois. Mais c'est un wearage de d'achat. qualité. Tu vas regarder plein de belles affaires. Dans des vitrines de Paris des années 1850, c'est quand même du beau wearage. Ouais. Tout à fait. Non, donc, mais... Vous auriez pu vous faire prendre au jeu, vous aussi. Là. Peut-être, Hein? qui sait? On Peut-être. aurait acheté des gants très élégants, James, hein? Oui, certainement. Donc, on continue. J'ai presque terminé avec la liste des innovations, mais il y avait la création... Ça fait déjà pas mal. Oui, ça fait pas mal. Mais il y a aussi les soldes. Hein? Il y a le Black Friday qui arrive à fin novembre. Bien, ça, c'est une création pour attirer les gens dans les magasins avant qu'ils aillent dans les magasins pour Noël. Et ensuite, il y aura le Boxing Day. Donc, c'est toutes des nouveautés, des inventions des commerciaux pour assurer un achalandage constant, peu importe le moment de l'année. Valérie, les centres d'achat, est-ce qu'on retrouvait dès l'origine une espèce de mélange social? Là, tu dis, dans la pandémie, il y avait des femmes enceintes ou des jeunes mères et des personnes âgées. Là. C'est assez limité là, comme catégorie sociale. Mais... Règle générale, on retrouve pas mal toutes sortes de monde. Là. Oui, le centre d'achat, le centre commercial, le grand magasin, c'est l'endroit où on va, on se met beau, puis non seulement on va voirer, mais on va se faire voir. C'est un peu les deux. Donc, c'était dans l'esprit du temps d'aller voir les nouvelles innovations, puis ça donnait des sujets à converser aussi. Donc, n'importe qui de toutes les classes sociales pouvait s'y retrouver, et c'était un lieu de rencontre, particulièrement pour les femmes. Ça l'a pas changé depuis, parce que c'était pas nécessairement bien vu à l'époque qu'une femme sorte seule, se promène seule juste pour rien faire. Là. C'était quand même suspicieux. Mais c'était tout à fait convenable pour elle d'aller se rendre au grand magasin pour faire des achats avec ses comparses. Ah ouais. Valérie, moi, quand je pense à centre d'achat, je pense tout de suite au centre d'achat qu'il y avait dans mon patelin. Il y avait un zéleur, là, puis il y avait le café du zéleur. Ah, là, ça, c'est malade, le café du zéleur. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Là. C'est une grande perte qui est plus de ça. C'est une grande perte. Il y a des photos sur Internet, si vous voulez alimenter votre nostalgie. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est intimement associé aux premières années de mon adolescence où j'allais flâner là avec mes amis. On faisait rien de mal, rien de bien non plus. C'était comme un lieu où c'était permis ou du moins toléré qu'on niaise là puis qu'on mette 5 cents dans les machines à gomme. Oh, tout à fait. Le centre commercial a été au cœur de la culture adolescente dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000. Fait que je suis pas spécial. Là, Non. Si on s'intéresse à la culture adolescente de ces années-là, on va en retrouver dans les films, dans les vidéoclips. Le centre commercial devient le théâtre de toutes les péripéties vécues par les personnages. Là. Donc, ça devient presque un personnage en soi, le centre commercial. Donc, c'était très présent. Puis de fait, comme tu le dis, c'est un espèce d'endroit limite où l'adolescent, le jeune, avait un espace de liberté tout en étant quand même supervisé. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras, il y a de la sécurité, donc c'est pas comme aller au centre-ville la nuit. Il y a moyen de se faire mettre dehors. Oui, effectivement, il y a moyen de se faire mettre dehors. Moi, ça me rappelle mon grand-père à Val-Bélair, au Provigo, le centre d'achat du Provigo. Il y avait toujours mon grand-père qui était à la retraite avec ses 3-4 bonhommes là, qui étaient dans les portes d'entrée, puis ils passaient leur journée là à fumer des cigarettes puis à jaser. Ça, pour moi, c'est comme...
Je me dis, pourquoi ça n'existe plus, ça? Ça, c'est Une autre joie perdue. Ouais, c'est l'effet du passage du temps qui nous fait comme... la nostalgie. Ouais, Bon, c'est là, ça. on est très nostalgique. On a présenté un peu froidement là, les caractéristiques, disons, du centre d'achat. Valérie Laflamme, Caron, je te connais pour un regard critique sur les choses. Disons, c'est une de tes qualités. Il y a des enjeux que ça soulève, les centres d'achat, les centres commerciaux. C'est pas que du beau, du bon et des beaux souvenirs. Non, c'est ça, effectivement. Nous, on a un attachement affectif parce qu'on y était au cœur des années 90 au centre d'achat. L'âge Puis, d'or, l'âge d'or des effectivement. centres d'achat. Ouais. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs enjeux qui sont reliés à ça. Mais premièrement, on pourra critiquer le fait que c'est un espace public, ou du moins le remettre en question, parce que, comme on vient de le nommer, il y a des agents de sécurité, puis c'est pas vrai que tout le monde est bienvenu au centre commercial. Si tu fais trop de niaiseries, tu vas pouvoir te faire expulser. C'est un espace privé qui appartient à des promoteurs immobiliers. Et puis, on a l'habitude de dire maintenant sur Internet, notamment, que si le service est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais dans un centre commercial, c'est un peu la même chose. Donc, on va t'offrir plein de services pour attirer les gens. Tu n'as pas à payer pour y accéder, mais on fait le pari que tu vas acheter, justement. Et les magasins, les commerçants qui louent un espace dans ce complexe immobilier, mais ce qu'ils paient, c'est l'accès à la clientèle. Donc, c'est pas vrai que c'est un espace public. Puis, il n'y a aussi pas de liberté d'expression dans un centre commercial. Ah non? Si vous décidez de faire une manifestation, vous pourrez là, être expulsé. Puis durant le temps du COVID, justement, à Place Fleur-de-Lys, il y avait un homme qui avait des opinions bien arrêtées sur ce qui se passait. Il l'avait affiché sur un chandail, puis il a été expulsé par la sécurité. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il avait été dans la rue, les gens auraient pu le juger, mais effectivement, il n'aurait pas été expulsé. Il y a des défis écologiques aussi que ça soulève, les centres d'achat, Valérie. Ah, bien, tout à fait écologique, économique. Hein, quand on parle de consommation de masse, là, le centre commercial, justement, en est la quintessence. Donc, dans les centres commerciaux, on va surtout retrouver des grandes chaînes. Tu sais, il y a quelques petits commerçants locaux qui, parfois, vont louer un local. Il y a un cordonnier, par exemple, dans mon centre d'achat. Oui, tu sais, effectivement, ou des petites boutiques... moins connues. Mais c'est surtout des grandes bannières. Oui, exactement, des grandes bannières. Donc, la mode rapide, hein, ce qu'on appelle la fast fashion, ben, c'est au centre commercial qu'on va trouver ça. Quand on va se diriger sur les rues commerçantes, on va trouver plus d'entrepreneurs locaux qui ont une conscience sociale et écologique souvent plus développée. Ensuite, il y a toute l'obsolescence programmée. Tu sais, si on passe à l'électronique et tout ça, ben, on retrouve vraiment un concentré là, de la consommation de masse. Puis ensuite, on peut penser aussi à l'usage de la voiture. Ça, je ne l'ai pas nommé, mais la différence entre un centre commercial puis un grand magasin, c'est simplement... En fait, c'est surtout que le centre commercial, ça va être construit autour de grands magasins. Hein. Il y a toujours une bannière. Anciennement, il y avait Sears, l'Abbé, la capitale à Québec, ça va être Simons. Tu sais, il y a vraiment la grande bannière autour de laquelle vont s'agglomérer les autres. Et il faut y aller en voiture. Tu sais, ça répond aux besoins de gens qui ont un mode de vie, qui sont en banlieue, qui ont une voiture et tout ça. Donc, c'est un symptôme de l'étalement urbain aussi. Ben oui, puis c'est sans compter les centres d'achat comme le 10-30 où il faut que tu te déplaces en voiture d'un magasin à l'autre. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle un power center. C'est comme la nouveauté. Ah ouais. C'est Ça, c'est pire. Oui, c'est pire. On n'arrête pas le progrès. Ouais, mais Effectivement. Laurier, ici à Québec, tu peux y aller facilement en autobus. Là. Oui, tout à fait. Mais... Place de la Fleur-de-Lys. Là. Oui, mais à C'est l'origine... le contrat facile. À l'origine, par contre, c'était des endroits qui étaient excentrés. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, la ville les devenu. a je rattrapés. comprends. Ben, Comment, ouais? Non, c'était pour enchérir sur, comme Benjamin disait, c'est-à-dire, ben, justement, au 21e siècle, les power centers, eux, amènent l'individu nécessairement à prendre son véhicule. Puis c'est comme si c'était si je me trompe pas, c'est comme si c'était un centre d'achat, mais qui implose, dans le sens où on a tous les grandes bannières. Là, c'est fini, il n'y en a plus de petites bannières, il n'y a plus aucun... Il n'y a plus de petits cordonniers dans Power Center. Non, c'est vrai. Il peut mettre sa cabine. C'est vraiment le mal. Puis il il n'y a plus d'espace de vie dans le Power Center où tu peux flâner. Il n'y a pas d'atrium, il n'y a pas d'espace de restauration où tu peux t'asseoir là, lire un livre si tu veux pendant 4 heures. Puis voilà. Alors, si on revient un peu à la nostalgie, Valérie Laflamme-Caron, tu parlais, je voyais dans tes notes, tu présentais le centre d'achat comme une utopie. En quoi c'est une utopie, selon toi?
Mais premièrement, quand on rentre au centre d'achat, l'environnement est contrôlé, puis là, pour favoriser ton bien-être, hein, il y a, le climat est contrôlé, puis pour nous, les Québécois qui vivons l'hiver, c'est quand même très important. Pourquoi j'allais au centre d'achat et pas sur la rue Saint-Joseph à Québec? Mais c'était clair parce que je ne voulais pas être exposée aux éléments. On va même y retrouver des palmiers, de la musique supposée être agréable et tout ça. Mais au-delà de l'habitacle matériel physique, c'est un lieu où on peut répondre à tous ses besoins, à tous ses désirs. Et c'est ça la prétention qu'a le centre commercial, c'est de pouvoir se présenter quasiment comme un paradis terrestre, comme le royaume de Dieu. T'sais, ils vont pas dire ça comme ça, là, mais tout ce dont tu peux rêver, tu peux le trouver au centre commercial. Ben, d'ailleurs, parlons-en de ça. Il nous reste quelques petites minutes, puis je veux pas que la chronique se termine sans qu'on aborde ça. Ça répond à tous les besoins, même les besoins spirituels parfois. Oui, vous connaissez probablement l'existence des centres-dieux. C'est certain. Donc, un centre-dieu, pour ceux qui sont ignorants, comment osez-vous? C'est comme une petite chapelle dans le centre d'achat. Donc, l'Église va louer un local dans lequel elle va tenir là, des célébrations, l'Eucharistie. Moi, j'ai déjà même rencontré un prêtre pour aller vivre le sacrement du pardon aux Galeries Chagnon à Lévis. Donc, c'est une façon d'aller aux périphéries avant que le terme soit utilisé. Là. Ça fait assez longtemps que les centres-dieux existent, d'ailleurs, je pense. Avez-vous déjà fréquenté... des centres moi, je disais hors d'onde que ma première messe à vie, c'était dans un centre-dieu. Mais d'ailleurs, qui était pas très affiché, hein, qui était non, c'est pas écrit sur les pancartes de direction. Une espèce au bout d'un couloir obscur. Là, on sait pas trop qu'il y a une chapelle là, mais là, quand tu pousses la porte, tu vois. Ah, tiens. Puis ça a été le début d'un grand cheminement. Le début de rien du tout. Mais ça s'est passé dans un centre-dieu. Puis, c'est pas un jour au ciel, tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur t'a donné à ce moment-là. Peut-être. Mais c'est ça. Pour terminer, c'est ça, il y a un philosophe canado-américain, James K.A. Smith, qui pour lui, là, le centre commercial, c'est vraiment très horrible. Là. Il parle de la cathédrale du consumérisme, il parle même de liturgie du magasinage. Wow. Donc, on peut être là très pessimiste. Mais cela dit, moi, en fréquentant les centres commerciaux dans la dernière année, j'ai remarqué avec grand plaisir qu'il y avait un réinvestissement des centres d'achat par le secteur communautaire. Ah ouais? Parce que, étant donné que les locaux sont désertés, puis je pense surtout à des centres commerciaux plus secondaires, notamment Place Fleur-de-Lys à Québec ou ceux dans les Galerie de la banlieues. Canardia, ça fait le Ouais, Carrefour Charlebourg et tout ça. On leur fait la belle pub. Non, mais tout à fait. Les organismes communautaires vont louer des locaux dans ces centres commerciaux-là pour offrir des services à la population. Puis au début, j'étais vraiment comme en réaction parce que moi, je suis une fille de ville, puis des organismes, ça doit être dans la ville, tu sais. Mais finalement, j'ai trouvé ça très utile. J'allais souvent rencontrer des gens, là, des femmes, des mères, là, au Carrefour Charlebourg parce qu'il y avait une salle de motricité qui était là. Donc, on pouvait amener nos bébés, c'était gratuit. On pouvait juste être là, puis c'était ouvert en même temps que le centre commercial. Ouais, c'est ça, à des heures qui conviennent, etc. Oui, exactement. Oui, de plus en plus, il y a des salons d'allaitement, des trucs comme ça. Oui, mais là, je parle vraiment de services à la population. Comme il y avait même au Carrefour Charlebourg une salle avec des casse-têtes pour les aînés où ils pouvaient se rassembler là, faire du casse-tête. Il y en a un autre à Place Fleur-de-Lys. Il y a l'organisme La Ruche aussi qui a aménagé ses locaux là-bas, La Ruche Vanier, qui est une espèce d'incubateurs citoyens où il y a toutes sortes de projets et tout ça. Mais c'est d'ailleurs leur ambition, c'est-à-dire Place Fleur-de-Lys, leur ambition, c'est de créer une espèce de mini-ville. Ils vont, d'ailleurs, il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est installée là. Ils veulent revoir tous leurs locaux en fonction de manière avec à des créer, logements aussi. où est-ce qu'ils veulent aller chercher transgénérationnel, avoir des logements pour les aînés, un CPE, l'université. Puis leur modèle est vraiment conçu quasiment comme une espèce de micro-société. On revient à l'utopie que tu mentionnais tantôt. Oui, c'est ça. Puis ça reste des promoteurs privés et tout ça, mais je trouve ça intéressant, cette réappropriation des centres commerciaux par la population. Ça risque de peut-être plus marcher que les halles gourmandes au Galeries de la Capitale. C'est tout pour mon point éditorial. Mais j'appuie ton point. C'est vraiment une chronique très, très Québec. Ben, on salue les gens, d'ailleurs, au Québec. De Montréal, qui ont un centre d'achat souterrain. Ça, c'est malade aussi. Mais tout ce qu'on a dit s'applique. Ça s'applique, oui, c'est vrai. Tu as bien raison, Valérie. C'est tout à fait juste. Hey, merci beaucoup. C'était... sérieux, on aurait pu faire une heure là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Quelle violence de devoir se contraindre. Merci beaucoup, Valérie. Je rappelle qu'elle était animatrice de pastorale, non pas dans un centre d'achat, mais dans une école secondaire, là où il y a beaucoup d'ados aussi qui flânent, parfois collaboratrice régulière. On n'est pas du monde et au Verbe. On peut te lire tous les 2 mois dans le petit magazine qu'on produit. Hein. D'ailleurs, il y avait une chronique là-dedans. Il y en a régulièrement. Il y en aura une autre. Il y en aura une autre, etc. Merci et à bientôt. Merci à vous.